Bonjour toutes et tous. Je vais vous proposer de prendre place. On a 3 quarts d'heure, donc on va essayer de les utiliser au mieux, c'est-à-dire de commencer le plus tôt possible. Donc comme je ne vois pas la salle de trop, on est très éclairé. Attendez, je vais couper le téléphone. Tiens, c'est pas mal aussi que tout le monde le fasse. Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Très bien, alors donc je me présente, Christian Brodac, donc je suis président de Construction 21 International. Construction 21 est une association et puis un portail aussi sur la construction et la ville durable, donc orienté vers la diffusion des solutions. Alors notre sujet, donc, c'est bâtiments tertiaires chauffer et refroidir localement et durablement. Voilà, pour reprendre ce qui est dans le programme. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde donc Philippe Guelpa-Bonaro, donc vice-président en charge du climat, de l'énergie et la réduction de la publicité. Mais il faut faire moins. Donc c'est aussi une façon de. La sobriété fait partie de la transition écologique. Qui nous resituera un peu la politique de la métropole et puis vu du côté des pouvoirs publics, comment pousser ces questions-là. Ensuite, Sandrine Dacosta, qui est directrice commerciale Rhône-Alpes ou le Grand Est pour Celsius Énergie, qui est donc une entreprise, mais qu'elle présentera, qui est spécialisée justement sur ces questions de géothermie et de chauffage local à partir de la ressource géothermique. Et enfin, donc Éric Perregaux, donc directeur adjoint ingénierie de Bouygues Construction, qui illustrera tout ceci par des cas concrets et pratiques de terrain. Donc voilà le programme. Alors en fait, le sujet tel qu'il était posé était évidemment assez large. On voit bien aujourd'hui la nécessité de cette transition écologique. Je ne vais pas vous faire une introduction générale, tout le monde est ici au courant. Il y a un vrai enjeu d'utilisation de la chaleur basse température et donc de ressources très locales qui peuvent avoir différentes sources et des usages variés qui vont de mise en réseau de chaleur et de froid. Enfin, il y a beaucoup je dirais, de solutions et de solutions techniques qui sont très locales, très territorialisées, parce que l'eau chaude de basse température, on ne la transporte pas sur des longues distances, donc c'est bien du local. Donc il y a vraiment un enjeu autour de cela au niveau local. Alors on ne pouvait pas envisager l'ensemble de ces questions dans leur généralité, donc on va se focaliser d'une part sur le tertiaire, sur des réalisations dans le domaine du tertiaire, donc ce qui implique une certaine taille des installations, et puis des solutions liées à la géothermie. Donc c'est une illustration de ce sujet plus large. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais tout de suite céder la parole donc, au vice-président, donc à Philippe Guelpa-Bonaro, qui nous expose un peu comment, du point de vue d'une collectivité, d'une grande collectivité qui est le Grand Lyon, qui est la métropole lyonnaise, comment cette question donc globalement est prise, et notamment dans le cadre de la géothermie. Merci beaucoup Christian. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là pour parler de ce sujet que, en introduction, j'ai même envie de dire, bâtiment tertiaire, chauffer et refroidir localement et durablement et le moins possible. En ce qui nous concerne sur la métropole de Lyon, c'est-à-dire qu'avant de réfléchir à la façon de produire de l'énergie, que ce soit pour du froid, du chaud ou de l'éclairage, qui marche très très bien dans cette salle, il faut aussi faire en sorte qu'on ait besoin d'en consommer le moins possible. Donc c'est vraiment la priorité absolue de la métropole de Lyon, que ce soit sur les usages ou sur l'efficacité énergétique de nos installations, de nos bâtiments. C'est pour ça qu'on a une politique forte de rénovation énergétique du bâtiment résidentiel notamment. Stratégie patrimoniale aussi pour les bâtiments publics qui est importante. Et donc voilà, je tenais à le dire en préalable quand même. Sur la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, notamment pour ces usages-là, on a plusieurs choses. J'ai envie de vous partager plusieurs choses. On a les réseaux de chauffage urbain. On a déjà l'objectif de multiplier par 2 la part du renouvelable et des énergies de récupération dans les consommations énergétiques de la métropole de Lyon, de tout le territoire de la métropole de Lyon. Donc multiplier par 2 entre 2020 et 2026.
c'est un gros challenge. On partait de 8%, l'objectif c'est d'être au moins à 16-17% en 2026. Pour ce faire, on a un certain nombre de leviers, on a 4 leviers. On a la partie qui est non liée spécifiquement au chauffage ou au refroidissement, qui est notamment le photovoltaïque, ou en tout cas partiellement. On a aussi le biogaz, où on va avoir un méthaniseur debout de station d'épuration du côté de Pierre-Bénite, qui pourra fournir jusqu'à 100 gigawattheures de biogaz d'ici 2030. Du biogaz qui pourra être envisagé pour chauffer des bâtiments, mais qui pourrait aussi être utilisé pour faire rouler des bus, les bus du Citral notamment. On a donc le photovoltaïque, j'en ai parlé, et après on a surtout, principalement, les réseaux de chauffage urbain. Les réseaux de chauffage urbain sur la métropole de Lyon actuellement, c'est un mix énergétique environ de 60% d'énergie renouvelable et de récupération, avec des chaufferies biomasse et la récupération de chaleur des incinérateurs d'ordures ménagères, et environ 40% encore d'énergie fossile. D'énergie fossile qui sont, c'est 40%, c'est du gaz, hein, c'est essentiellement du gaz. Et donc on doit réduire ce gaz par du biogaz, mais on doit aussi augmenter la part du bois énergie et améliorer l'efficacité énergétique de nos incinérateurs. Euh, la moitié de l'objectif de doublement de la part du renouvelable dans les consos, c'est les réseaux de chaleur urbains. Et quand je parle des réseaux de chaleur urbains, il y a donc la chaleur, effectivement, mais on a aussi, sur la métropole de Lyon, 2 réseaux de froid urbain. On a le réseau de froid de la Part-Dieu, où en fait, dans les années 60-70, quand le quartier de la Part-Dieu a été construit, notamment le centre commercial, on a fait des parkings qui vont très bas sous terre, qui passent la première nappe, on va dire superficielle, qui est à 5 mètres sous le sol, et qui va même jusqu'au niveau de la nappe profonde du Rhône, qui est là sur la rive gauche. Et donc il fallait pomper de l'eau pour que ces parkings ne soient pas inondés. Et donc en 2017, je crois, et j'en parle d'autant plus humblement que c'était pas du tout nous qui étions aux manettes à l'époque, il a été envisagé le projet d'utiliser cette eau qui était pompée et rejetée soit dans la nappe, soit directement dans le cours d'eau du Rhône, avant de la libérer, d'utiliser sa température qui est relativement froide pour refroidir un système on va dire de méga géothermie, on va dire, un réseau de froid urbain où on a une centrale de froid avec des fluides frigorigènes, hein, mais des systèmes industriels qui permettent d'éviter les fuites et d'avoir un rendement énergétique inégalé par rapport à toutes les autres solutions. Et on a, de mémoire, 1 million de mètres carrés de bâtiments tertiaires, de bureaux tertiaires, de centres commerciaux de la Part-Dieu, de l'hôtel de la métropole, qui sont refroidis par ce système de réseau de froid urbain qui est situé en face des archives départementales, avenue Mouton du Vernet, pour ceux qui situent à peu près, et qui va même jusqu'au quartier du Tonkin, refroidir des bâtiments tertiaires. Donc ça, c'est le premier système très concret de refroidissement de réseau de froid urbain. Et il y a peu de temps, on a inauguré un deuxième réseau de froid urbain qui est situé sur le secteur de Gerland. La centrale de froid est sous le skatepark de Gerland, qui était en fait une ancienne usine, une ancienne industrie, avec un grand local souterrain qui ne servait pas à grand-chose. On l'a transformé en centrale de froid urbain, donc il y a 3 générateurs. Et là, on va plutôt s'appuyer sur le froid de la nappe d'accompagnement du Rhône, mais on est vraiment juste à côté du Rhône, et on va utiliser cette eau et cette température pour refroidir le système de refroidissement qui va ensuite irriguer tout le quartier de Gerland, tout le nouveau bioquartier de Gerland, avec le Centre international de recherche sur le cancer, l'OMS, la Cité internationale, et tous ces bâtiments qui sortent de terre sur Gerland, donc ils sont refroidis durablement avec ce système vertueux dans le cadre de notre contrat de réseau de froid urbain. Et le dernier point, du coup, pour faire le lien avec la géothermie, on a aussi pour tous les quartiers où on ne peut pas avoir de réseau de froid urbain, on a des aides en partenariat avec l'ADEME, avec le fonds chaleur de l'ADEME, on appelle ça la prime éco-chaleur sur la métropole de Lyon, où on va financer jusqu'à 70% des projets, alors soit de chaufferie biomasse, soit de petits réseaux de chauffage urbain,
soit de solaire thermique, qui est aussi une très très bonne façon, et la façon la plus low-tech et la plus efficace, j'ai envie de dire, de produire de la chaleur, et des projets de géothermie. Aussi sur la métropole de Lyon, on a la salle Arena à côté du Groupama Stadium notamment qui a bénéficié de la prime éco-chaleur pour le chauffage et le refroidissement de cette infrastructure. Et donc on a différents leviers, différents outils sur la métropole de Lyon pour soutenir ces usages de froid et de chaud urbain. Il faut se rappeler quand même que près de 50% de nos besoins énergétiques sur la métropole de Lyon, c'est pour des besoins thermiques et principalement et en très grande majorité pour de la chaleur. Donc c'est vraiment essentiel que les politiques publiques et notamment la métropole de Lyon, qui est une grosse collectivité à l'échelle de la France, montrent l'exemple à la fois en activant sur son patrimoine les solutions qu'elle prône et qu'elle communique, mais surtout en finançant, en aidant des projets à sortir concrètement pour à la fois apporter un confort énergétique aux usagers et aussi éviter les îlots de chaleur urbains, puisqu'on sait très bien que les pompes à chaleur classiques, ok, ça refroidit dedans, mais ça réchauffe dehors. Donc évitons ça au maximum. Et c'est là où je fais confiance aux experts et aux ingénieurs pour continuer à inventer des systèmes qui sont les plus vertueux possibles. La transition ne se fera qu'avec les acteurs économiques et les entreprises. Très bien, merci d'avoir fait la transition aussi vers la suite de cette table ronde. Donc vous avez bien tracé effectivement le contexte global d'une politique. Alors maintenant on va, si j'ose dire, creuser un sujet un peu plus particulier, c'est le cas de le dire, donc la géothermie. Donc Sandrine Dacosta, quels sont les enjeux que vous voyez de la géothermie et les problématiques de son déploiement? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc merci pour la transition, Philippe. En effet, dans ce contexte d'indépendance énergétique, cette nouvelle réglementation, notamment le décret tertiaire RE 2020, c'est le plan national de la géothermie, on sent une volonté réelle d'avoir recours à cette énergie vertueuse qu'est la géothermie. Donc la géothermie, c'est une énergie renouvelable, décarbonée et locale. Donc c'est quelque chose que voilà, vous connaissez déjà sur la métropole. Il existe la géothermie sur nappe et la géothermie sur sonde. En ce qui concerne la sonde, comment ça fonctionne? Donc on va faire des forages dans le sol, soit vertical, soit incliné. Donc nous, chez Celsius, on propose aussi cette solution innovante de forer en incliné pour pouvoir aller capter des calories sous les bâtiments quand on est dans des milieux denses, surtout en ville. Et donc comment ça va fonctionner? On va donc avoir une sonde, un tube en PEHD en U, et où on va faire circuler un fluide caloporteur qui va échanger des calories avec le sol. Donc il faut savoir qu'au niveau du sous-sol, la température est assez stable toute l'année. Donc si on a 14 degrés en sous-sol, c'est très intéressant à la fois pour l'été, puisque 14 degrés pour l'été, c'est plutôt frais, et pour l'hiver, c'est plutôt chaud. Donc on va pouvoir recharger et décharger le sol au fil des saisons et profiter donc de cette énergie gratuite et sous nos pieds. Donc voilà comment ça fonctionne. En termes de levier, donc il y a plusieurs avantages comparé à la PAC, à la pompe à chaleur aérothermique. Donc Philippe l'a mentionné. Donc on a aussi un coefficient de performance bien plus intéressant. Au-delà du fait qu'on va éviter les îlots de chaleur, on va avoir des coefficients de performance de 4, 5 par rapport à la PAC aérothermique. Donc on va, avec la géothermie, on va pouvoir diviser la consommation énergétique par 5. On va la diviser par 6 au niveau du froid, la diviser par 4 au niveau du chaud. Donc on peut espérer réduire la consommation par 5 globalement. Donc la géothermie est le plus vertueux quand on va faire à la fois du
chaud et du froid. On peut aussi installer de la géothermie pour faire que du chaud. On peut aussi faire l'eau chaude sanitaire. Donc on a plusieurs besoins, on peut adresser plusieurs besoins sur plusieurs types de structures. Ça peut être sur du tertiaire, sur du public, du privé. Enfin, on peut adresser tout type de bâtiments. En termes de gaz à effet de serre, donc on peut également espérer réduire jusqu'à 90% les émissions carbone. Alors 90%, c'est bien sûr quand on est au maximum de la couverture, on est à 100% de couverture en géoénergie pour couvrir tous les besoins du bâtiment. Après, si on parle un peu d'investissement, donc vous l'avez mentionné, Philippe, il y a beaucoup de subventions au niveau de l'ADEME, donc le fonds chaleur, le fonds vert, la prime éco-chaleur ici à Lyon, qui vont aider à installer de la géothermie pour chauffer et rafraîchir les bâtiments. Et donc, on arrive quand même à avoir des retours sur investissement assez intéressants. Effectivement, en termes de CAPEX au départ, c'est un peu plus cher que de la PAC aérothermique. Mais au niveau de l'OPEX, assez rapidement, je dirais, on a un retour sur investissement assez intéressant. En termes de freins, pour la géothermie, j'en citerai deux principaux. Le premier, c'est que la géothermie, c'est très peu connu finalement. Ça commence seulement à un peu se vulgariser, on va dire. Les gens ont peut-être un peu peur ou ne sont pas rassurés parce que c'est quelque chose de peu connu. C'est quelque chose qui se passe dans le sous-sol. Donc une fois que c'est recouvert, on a très peu de visibilité. Alors nous, chez Celsius, on propose de créer une GTC dans le local technique pour avoir une visualisation de ce qui se passe en temps réel. Donc on va installer des automates et des capteurs au niveau de l'arrivée des sondes géothermiques. Et le deuxième frein qu'on rencontre en France, ça va être la capacité de forage. En France, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'ateliers de forage, donc pas 50 entreprises, mais 50 ateliers. Et donc, ça représente un frein. Et donc, il a été dit assez récemment que... ça a été annoncé par le haut-commissaire au plan qu'il y allait avoir des formations pour les foreurs et qu'on espérait agrandir le nombre de personnes expérimentées parce que le forage, ça s'apprend pas. Enfin, c'est un métier très particulier, donc qui requiert certaines compétences. Donc voilà pour ce qui est de la géothermie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Par contre, moi, j'avais une question pour Philippe. Je m'interrogeais, j'ai lu ou entendu que justement sur Lyon, la nappe était un peu saturée. Je voulais savoir si vous en partagez plus à ce sujet. Je m'attendais à ce que la question arrive du public, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite, mais c'est encore mieux comme ça. Je me permets. Non, et clairement la nappe en rive gauche, et pas qu'en rive gauche, aussi sous la presqu'île, est beaucoup trop chaude en fait. Donc elle est beaucoup trop chaude parce qu'il y a beaucoup trop d'installations de géothermie. Et a priori, il y en a un bon 2/3 qui n'ont jamais été déclarés. Ah. Voilà. Depuis 50, 60 ans, il y a tout un tas d'installations qui n'ont jamais été déclarées, qui ont été faites un peu à la sauvage. Et donc on a un problème de température de la nappe sous Lyon. Et donc c'est pour ça qu'on est très attentif sur les installations qui arrivent sur certains secteurs de la métropole de Lyon, et notamment tout le 3e arrondissement, Villeurbanne, etc., où on a un vrai problème de température de nappe, ce qui amène ensuite des problèmes de biodiversité et de développement bactérien, hein, donc c'est quand même pas rien. Donc effectivement, on a cette attention où je disais qu'on soutient la géothermie effectivement via la prime éco-chaleur, mais il y a quand même un regard très affûté des services de la métropole de Lyon pour voir où sont situés les projets et s'ils sont vraiment bien dimensionnés, s'ils ne sont pas surdimensionnés. Parce que, ok, c'est une énergie vertueuse, mais il y a quand même une ressource souterraine à préserver. Et donc, voilà, ça faisait partie des compléments que je voulais apporter. Merci de
me donner l'occasion. Mais donc le SAGE, alors le SAGE, qu'est-ce qu'il veut dire? Schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Merci, c'est parfait. Donc le SAGE de la métropole de Lyon et aux alentours est très attentif et très précautionneux sur ce sujet. Ouais. Merci beaucoup. Très bien. C'est pour ça qu'il y a la géothermie aussi sur sonde qui permet de ne pas saturer la nappe en Très bien. Donc, bien, technologie qui doit s'intégrer sur le territoire et on voit bien éventuellement les limites. Alors maintenant, intégrer dans les bâtiments et dans les opérations immobilières. Donc, je cède la parole évidemment à Éric Perrigot donc, pour Bouygues Construction. Merci. Oui, alors, moi je suis en entreprise générale. Je vais vous parler d'un projet. On va rentrer dans le concret d'une application. Ce projet, il est en cours de réalisation actuellement. C'est pour notre client Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de rénover un tertiaire de bureaux de 6500 m². Donc aujourd'hui, je disais, il est en cours de travaux. Donc on va je vais plutôt m'exprimer sur des sujets de déclenchement. Pourquoi aller vers ces solutions, en quoi elles sont en adéquation avec un bâtiment tertiaire. Et puis, bon, effectivement, je pense que sur le sujet local et durable, vous l'avez bien compris, puisque donc on est allé vers une solution de géothermie qui permet de puiser directement les calories et les frigories sur place dans le sol. Alors, préalablement, effectivement, je me dois de le rappeler, vous l'avez fait Philippe, mais c'est extrêmement important, c'est que nous, on s'inscrit dans une logique de sobriété en premier lieu. D'accord ? Et ensuite, on va aller chercher, donc sobriété, ça veut dire quoi ? Ça veut dire construire au niveau RE 2020 ou mieux, puisqu'on sait qu'en particulier sur le carbone, les seuils vont se renforcer. Ou si on intervient, comme pour l'exemple que je vais vous présenter, sur un bâtiment de réhabilitation, on se préoccupe avant tout de l'enveloppe pour diminuer le besoin, et ensuite, on va travailler sur la performance énergétique. Et vous verrez très rapidement, surtout sur des solutions comme la géothermie, que ça a un autre intérêt, c'est que ça diminue la taille de l'installation de géothermie et assez directement le coût. Alors, ce qu'on fait en termes d'éléments de décision, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu ? On va déjà regarder ce que j'appellerais le descriptif ou l'analyse fonctionnelle du bâtiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour mon bâtiment ? Du chaud, il faut du froid. En tertiaire, il faut de l'eau chaude sanitaire, mais pas tant que ça. Donc, on ne va pas forcément aller la chercher sur la géothermie. On a peut-être d'autres solutions. Et puis, on va regarder les simultanéités. Ce qui est important, et surtout sur le long terme, c'est de bien avoir un équilibre ou le maximum d'équilibre entre le chaud et le froid. Alors si on a une simultanéité même, c'est très intéressant parce qu'on produit du chaud d'un côté de la pompe à chaleur, du froid de l'autre, et puis ça permet de desservir, d'irriguer les différentes zones du bâtiment. Et sur de l'intersaisonnier, c'est important parce que en fait, sur du très long terme, et si besoin, il y a des solutions bien sûr, mais sur du très long terme, si on ne fait que prélever du chaud, on va déséquilibrer la masse thermique, surtout si on parle de géothermie sur sonde. Voilà, donc c'est important si on fait un peu de froid, c'est mieux. Alors sachant que bien sûr, la RE 2020 incite à faire le moins de froid possible, mais enfin on s'aperçoit quand même dans la pratique qu'on est obligé d'aller quand même dans des solutions à minima de rafraîchissement, et on voit encore sur du tertiaire des bâtiments climatisés. Voilà. Alors ensuite, donc c'est cet équilibre qu'il va falloir que l'on observe. Ensuite, on va regarder les aspects de prédimensionnement. D'accord ? Alors dans le prédimensionnement, on va s'assurer qu'on a la ressource. Alors il faut savoir que la couverture de la géothermie, c'est plus de 90% du territoire national où on peut faire de la géothermie. Donc. Et puis, on a une excellente connaissance de notre sous-sol en France. C'est un avantage. On a le BRGM qui connaît particulièrement bien le sujet et qui est une source documentaire colossale. Donc, très vite, on est capable de savoir si on veut faire ou bien de la nappe ou bien de la sonde, si on a un potentiel. Une fois qu'on aura eu la décision du client, mais on va parler de l'aspect économique avant, mais on ira aussi très rapidement faire une vérification. C'est-à-dire que de la préfaisabilité documentaire, on va aller chercher à se conforter. Donc on va faire par exemple un forage d'essai, si on est sur nappe, ou des tests de réponse thermique si on est sur sonde. Et puis on va concevoir l'installation. Alors sur ce projet de 6500 m², pour des questions d'optimisation du temps de retour sur investissement, on a pris la décision de ne pas tout faire en géothermie, c'est-à-dire qu'on a 40% de la puissance
qui est couverte, 40% de la puissance installée qui est par la géothermie. Et ce qu'il faut savoir, et ça, cette transition, elle est importante à comprendre, c'est que 40% de la puissance installée, on va couvrir de l'ordre de 80% du besoin en consommation énergétique. Donc, ce n'est pas forcément utile, en tout cas quand on cherche à optimiser économiquement un projet, d'aller chercher le tout géothermie. Alors, sauf si on veut, vous l'avez exprimé, si on veut vraiment aller très très loin sur les aspects d'émissions de CO2 et les diviser par, vous disiez, 10 à peu près. Voilà, on peut les diviser par 10. Mais sur des solutions intermédiaires comme celles que j'exprime, donc pour vous donner les chiffres, en fait, on a mis 9 sondes de 150 mètres de profondeur. Ça nous permet d'avoir 100 kW sur la géothermie et 150 complémentaires sur de l'aérothermie. Voilà. Et donc, comme je le disais, ça permet de couvrir 80% du besoin à peu près en géothermie. Ça veut dire qu'on arrive, par rapport à une installation classique, on divise à peu près par 3. Je donne des ordres de grandeur, mais c'est plus simple à retenir. On divise par 3 les consommations énergétiques. Donc vous voyez que dans des périodes de variabilité du coût de l'énergie, c'est important. Et on divise sur ce projet par 4 les émissions de CO2 pendant la durée de vie du bâtiment. Voilà pour donner quelques éléments. Sur le plan financier, parce que ça c'est un élément important. On sait que la géothermie ça coûte plus cher et je pense que ça a été au-delà effectivement de la disponibilité des foreurs, mais ça a été un frein aussi pendant pas mal d'années. Alors aujourd'hui elle ne coûte pas forcément moins cher, mais d'abord il y a plus de performance, il y a vraiment le développement de la géothermie sur sonde qui prend le dessus et qui permet d'avoir des temps de retour sur investissement. Donc c'est une forme d'investissement patrimonial, la géothermie, avec aujourd'hui, en tout cas sur ce cas concret, le temps de retour sur investissement, il est de 10 ans. Donc c'est finalement relativement court, puisque au bout de 10 ans, vous bénéficiez de tous les avantages de la géothermie. Vous avez émis moins de CO2, et puis vous continuez de diviser vos consommations par 3, donc d'avoir une facture énergétique extrêmement réduite. Alors, la durée de vie des installations, si on parle de ce qui est sous le sol, dans le sol, moi on me parle de plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Voilà, mais là je laisserai Celsius s'engager sur le sujet. Mais voilà, après les pompes à chaleur, une pompe à chaleur bien entretenue, surtout sur une géothermie, on va être sur des 25-30 ans. Voilà. Donc, oui, je disais temps de retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement, on le génère par quoi? On le génère par l'économie sur les consommations. Et puis, bon, il faut en discuter avec les exploitants, bien entendu. Moi, c'est pas mon métier, mais par le fait qu'on a une exploitation, par rapport à une solution, on aurait une production de chaud d'un côté et puis une production de froid de l'autre, une solution qui doit être plus simple à exploiter. Voilà. Et puis, alors si vraiment on n'y arrive pas, il y a d'autres solutions qui existent. On peut aussi parler de tiers investissement. Alors je dirais que c'est un recours parce que ça génère d'autres problématiques. Ça génère un montage juridique. Votre temps de retour sur investissement, il n'est pas le même parce que si vous avez un tiers qui vient financer, il faut qu'il se rémunère. Donc vous allez avoir des contrats qui vont plutôt être, je dirais, une quinzaine d'années, peut-être même 20 ans sur du tiers investissement. Mais il faut savoir que c'est dans le panel des solutions. Ça, c'est un apport aussi assez récent. Moi, j'ai mis longtemps à trouver des solutions de tiers investissement pour nos clients. Ce sont des solutions intéressantes également. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors, on souhaitait donner la parole à la salle, mais comme il n'y a pas de porteur de micro, je propose que ceux qui veulent intervenir descendent là et on leur donnera le micro directement là. Sinon, on est obligé de faire comme on peut. Sinon, alors je vais essayer d'organiser le dialogue entre l'offre technique et la demande des pouvoirs publics. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que pouvoir public, que collectivité, qu'est-ce que vous attendez des entreprises? Quels sont je dirais, les comportements, les propositions, enfin, ce qui vous aiderait des relations idéales avec les entreprises pour avancer? Est-ce qu'il y a des obstacles à lever ensemble? De moins en moins, j'ai l'impression quand même, sur ces sujets-là. Alors, bon, la métropole de Lyon est paraît-il, un territoire qui avait pris de l'avance. Là aussi, je suis humble pour le dire, où il se passe déjà des choses sur le développement des énergies renouvelables et la réduction des consommations d'énergie, et continue à prendre, en tout cas à accélérer sur ces sujets-là. Et donc, je pense qu'on est un partenaire de choix et un territoire de jeu pour les experts et les entreprises d'énergie renouvelable en règle générale, assez intéressant. Le fait qu'on ait cette prime éco-chaleur qui va être renouvelée
normalement pour 3 ans, ça va aussi aider à continuer à développer des projets. Là où, enfin, on revient sur la question que vous aviez tout à l'heure, c'est sur la géothermie sur nappe, faire attention à la ressource, comme pour toutes les énergies, il y a quand même des enjeux de limite planétaire, on en parlait tout à l'heure, et la température de la nappe et la qualité, enfin la biodiversité en est une qu'il faut vraiment respecter, et qu'on se remette pas dans cette logique où on a une nouvelle technologie qui règle un problème mais qui en crée deux autres juste derrière. Toute pensée à un sujet très fort sur l'énergie électrique serait pas totalement fortuite. Mais donc voilà, c'est un sujet où on avance ensemble, les sujets avancent bien. Et ce qu'on attend des entreprises, c'est qu'il y a un coefficient d'efficacité énergétique qui soit le maximum. Voilà. Et aussi, ce qui est quand même particulier avec la géothermie, c'est que la géothermie, alors vous me dites si je me trompe, mais on est plutôt sur des bâtiments qui sont relativement bien isolés, assez performants. De la géothermie sur une passoire énergétique, a priori, ça ne va pas suffire. On parlait de sobriété. Et de la géothermie, et là aussi, vraiment, vous me dites si je me trompe, parce que je prends un petit risque, parce qu'en plus, ce n'est pas vraiment mon territoire, mais de la géothermie, de la géothermie en station de ski à 2000 mètres d'altitude, quand les températures peuvent descendre à moins 20 ou moins 30 degrés, c'est une question du coup. Est-ce que c'est vraiment pertinent ? Alors, question piège, désolé. Vous auriez pu me prévenir. C'est l'objet du ça débat. Encore une fois, ça va dépendre de la température du sous-sol et donc de ce qu'on peut extraire ou comment on peut. Il faut vraiment connaître la géologie pour pouvoir répondre à cette question. Il est vrai qu'en station, on a quelques projets pour des hôtels. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Après, c'est sûr que si ça nécessite tout un terrassement, voilà, il faut aussi voir comment le foreur peut intervenir. On ne fore pas avec des pentes importantes. Ça, techniquement, c'est pas possible. Donc, je dirais que chaque projet mérite une étude pour pouvoir répondre. Mais si la température du sol s'y prête, pourquoi pas ? Mais on est d'accord que pour passer de 14 degrés à 26 degrés ou à 20 degrés ou à 19 degrés, même et s'il fait moins 20 degrés dehors, on perd en efficacité énergétique. Alors, disons que pour la PAC aéro, qui elle va être à l'extérieur, va être sujette, voilà. Mais la PAC géo, elle est dans un local. Donc normalement, la température externe n'intervient pas sur ça. C'est plus au niveau du sol, voir combien on a, si on a 11 degrés ou si on en a 15. C'est plus ce genre de choses. Alors j'aimerais poser la question inverse, puisque je demandais quelles sont les entreprises idéales vues du côté de la collectivité. Donc vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas de problème, il y avait une bonne relation avec les entreprises. Alors inversement, qu'est-ce que les entreprises attendent des maîtrises d'ouvrage est-ce que parce qu'il faut avancer, et pour avancer plus vite, est-ce qu'il y a des blocages ou on avance bien? Moi, j'en émettrai un, si je peux me permettre. Alors, c'est vrai que ce qui est le mieux pour concevoir un système de géothermie, c'est de voir le système dans son ensemble, à savoir le forage, le champ de sonde et le local technique. Il est vrai que c'est très difficile pour nous de répondre à une réalisation ou à une conception quand le forage est séparé de la conception du local technique. Il faut regarder ça comme un ensemble pour pouvoir dimensionner correctement, ne pas surdimensionner, vraiment pour avoir le bon dimensionnement de la pompe à chaleur et du champ de sonde. C'est ce que j'annonçais tout à l'heure, les réductions par 5 de la consommation d'énergie, c'est avec un bon dimensionnement. Et pour nous, il faut voir le système dans sa globalité. Eric ? Alors sur le sujet, j'ai deux parties dans ma réponse. La première, c'est pas un blocage, c'est plutôt, moi j'inciterais nos clients à nous solliciter et à monter la barre, quoi. Plus on doit aller loin dans la performance, plus on est innovant, et nous on adore ça.
Et donc, c'est comme ça qu'on peut pousser des solutions comme la géothermie. Si on parle d'un frein, moi, j'en vois un. C'est que j'ai essayé de le souligner tout à l'heure avec la question du temps de retour sur investissement. On voit que chez un certain nombre de clients, la notion d'investissement pour la rénovation ou pour la construction d'un bâtiment est un budget qui est séparé du budget d'exploitation maintenance. Et on a du mal à faire comprendre, enfin pas à faire comprendre, ça ils le comprennent bien, mais à ce que notre client puisse faire les transferts budgétaires d'une part, et y compris quand on est sur des logiques de passation de marché, puisque public en particulier, vous savez que bon, on est aussi dans les critères quand même notés sur les coûts, donc on est très vigilant sur le sujet. Une géothermie coûte plus cher, je l'ai dit, que d'autres solutions. En tout cas en coût d'investissement. Hein. J'ai dit que sur le long terme, ce n'était pas vrai. De ce fait-là, en allant proposer ces solutions innovantes, on peut se pénaliser sur le plan de l'économie de projet, c'est-à-dire du coût d'achat du bâtiment ou du coût de rénovation du bâtiment. Et sans pouvoir introduire des logiques, par exemple, de tiers investissement, parce que nous, on s'est trouvé des partenaires, sauf que la dévolution du marché ne nous permet pas de le faire. On est dans un cadre précis. Et on se doit de rester dans le cadre. Voilà, s'il y avait un frein exprimé, je pense que c'est celui-là que pour l'instant, que j'ai identifié. Et du coup, ça, c'est un frein réglementaire qui est au niveau de la loi, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est pas les collectivités. Non, c'est pas le problème des collectivités. Ouais. C'est plus un frein global sur ces marchés-là. Et sur les critères de pondération des appels d'offres, vous devez quand même avoir des latitudes. Il n'y a pas que le prix quand même. Ah oui, tout à fait. Alors, vous avez une politique là ? Ouais, sur là-dessus, et là, je parle pour la métropole de Lyon, mais je parle aussi en tant que conseiller d'arrondissement du 8e, donc pour la ville de Lyon, et aussi vice-président du syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise. Donc ces 3 collectivités ont vraiment mis en place des schémas d'achat responsable où les critères environnementaux et sociaux sont réévalués par rapport à ce qui se faisait avant, et avec du sourcing sur tous les sujets d'insertion sociale, mais de baisse des réductions des émissions de gaz à effet de serre, d'impact sur la biodiversité, de matériaux bio ou géosourcés quand c'est la construction. On a validé là dernièrement un projet de collège où on est très nettement au-dessus des normes environnementales en vigueur. Avec la RE 2020, on est sur du niveau RE 2025-2028, puisque c'est des choses qui sont anticipées. Et on est très heureux parce que c'est en augmentant ces pondérations sur les critères de performance énergétique et environnementaux que le collège le plus performant a été devant dans le classement. Ça aurait été les classements du monde d'avant, le critère prix faisait qu'on n'aurait pas eu le même collège, on va dire. Donc c'est un sujet très, très, très important. Très bien, je vous remercie. Je vous laisserai chacun et chacune juste quelques mots pour conclure. Avant de conclure, moi je ferai ma petite conclusion, du moins en tant que Construction 21, puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'identifier les meilleures réalisations, les meilleures pratiques pour les faire connaître et pour les diffuser, parce que si on parle d'innovation, c'est vraiment l'exemple des meilleurs qui peut tirer et tirer l'ensemble. Et donc, il y a un certain nombre donc vous pouvez vous retrouver, on fera un petit compte-rendu sur Construction 21, donc vous aurez des liens vers un certain nombre de réalisations. J'en citerai notamment une, puisqu'elle est ici sur Lyon, c'est l'éco-rénovation du siège de KTR France, qui a été un projet que Construction 21 avait primé au niveau international, où il y a une combinaison géothermie et capteur solaire hybride sur le toit avec intégration complète, et donc une opération à énergie positive à des prix pas loin de ceux du marché normal. Donc voilà. Et donc vous trouverez aussi sur Construction 21 un certain nombre d'autres cas, d'autres expériences, et puis on mettra les vôtres aussi évidemment. Mais bon, oui, Construction est membre de Construction 21, donc vous connaissez le chemin. Donc, en conclusion, peut-être je vais vous laisser un mot de conclusion. Non, mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Périgot et à Monsieur, je ne sais plus son nom de famille, donc Monsieur Philippe, pour cet échange très, très intéressant. Éric, un mot ? Vraiment, un dernier mot, d'abord remercier effectivement d'être venu nous écouter. Juste réinsister sur le fait que voilà, on a évoqué une solution parmi d'autres qui sont dans le panel des solutions pour
aller vers de la performance énergétique et donc durable et locale. Et comme je le disais, je pense que c'est le maître mot. En tout cas, nous, c'est notre conviction. C'est avant de parler performance énergétique, parlons sobriété. Très bien, merci. Puis le mot de la fin, donc Philippe. Merci. Merci voilà, d'être venu nous écouter. Désolé pour le temps d'échange, c'était pas évident, j'ai compris, mais moi je me tiens à disposition et je ne doute pas que mes collègues se tiendront aussi à disposition si vous avez des questions ou des demandes d'informations complémentaires. En mot de la fin, j'ai envie de faire un petit peu de teasing. J'ai parlé des 2 réseaux de froid qu'on a sur la métropole de Lyon. On devrait avoir un autre réseau qui sera annoncé aux horizons de fin juin, donc dans vraiment quelques semaines, sur le secteur d'Oulin, la Soleil, un réseau qui serait plutôt sur eau tempérée et qui serait donc 100% énergie renouvelable avec un branchement sur le collecteur des eaux usées. Donc là aussi, il y a peut-être des innovations et des choses à aller chercher sur la chaleur environnementale, ça s'appelle. Et c'est vrai que nos réseaux d'eau usée sont aussi une forme de réseau de chauffage urbain qui sont peut-être à exploiter. On va essayer d'en faire la preuve dans les mois et les années à venir sur la métropole de Lyon. On en reparle très bientôt. Je vous invite à suivre la presse et les médias sur ce sujet en juin. Merci beaucoup. Très bien, merci. Eh bien, je vais lever la séance. Merci beaucoup. Au revoir.